Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui nous allons vous parler livres, et pour ce faire, j'ai avec moi autour de la table Jouk, Salut. comme souvent, Oui. et Camille, Bonjour. qui est nouvelle parmi nous, et qui va nous présenter, outre des livres, sa librairie. Exactement. Voilà. Pour commencer, un petit tour de table, histoire de voir ce que chacun a lu ou lit en ce moment. Jouk. Du coup, pas grand-chose ces derniers temps. Enfin, on a fait un podcast assez récemment sur les livres. Mais j'ai quand même lu, qui avait été conseillé dans le podcast d'ailleurs, le journal d'Anne Frank, la BD qui est parue chez Calman Levy. Voilà. Mon avis maintenant ou tu veux que j'en parle après ou... Non, vas-y. J'ai adoré. J'ai adoré parce que les auteurs ont réussi à bien condenser le journal. Ils ont admis eux-mêmes... En fait, ils ont fait un truc que j'aime bien, c'est que je déteste les auteurs qui se disent objectifs, alors que c'est impossible d'être objectif, chacun a sa vue des choses, donc ils ont assumé leur subjectivité, et ils ont dit qu'ils avaient essayé de faire au mieux pour condenser le journal d'Anne Frank dans une BD. Et du coup, moi, je trouve le résultat très réussi. Je trouve que l'histoire est super bien racontée. Je trouve que prendre le parti, comme on l'avait dit dans le podcast, de mettre le texte brut quand ils ne se sentaient pas capables de le résumer en images. Quand ça touche à l'intime, souvent. Ouais, dans l'intime, et je trouvais ça très bien. Et du coup, pour un bouquin qui est important à lire pour tout le monde, ça permet d'avoir une approche plus simple par la BD. Et puis, pour moi qui l'avais lu en poche, ça permet de rafraîchir ses souvenirs. Donc, ouais, conquis, carrément. Ouais, c'était la conclusion la dernière fois déjà Ouais. de l'accessibilité que ça donnait. Oui, ça fera partie de ma Pour liste plein de- de cadeaux de Noël, parce que vraiment, c'est une réussite, cette BD. Ouais. Tu vas te le réoffrir. Oui, c'est ça. Non, je vais l'offrir à des gens. Camille, Alors moi, je lis beaucoup de choses, à la fois pour la librairie et pour moi à titre personnel. Là, je suis en train de lire un livre magnifique qui s'appelle Rachel et les siens d'un écrivain turc qui s'appelle Medin Arditi, qui a eu 2-3 prix littéraires il y a une dizaine d'années. C'est absolument superbe. Ça se passe en Palestine entre 1900 et 1915. C'est des portraits de femmes vraiment exceptionnels. C'est évidemment très bien écrit. Alors, j'en suis à la moitié, j'ai commencé hier, mais je suis en train de le dévorer et pour le coup, ça dépasse vraiment le cadre professionnel. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. Des portraits de femmes turques, du coup? Non, palestinienne. Palestine, pardon. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Donc on assiste à la naissance de l'État d'Israël. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement bien écrit. Ça se passe sur 50 ans. Je pourrais évidemment venir vous en parler une fois que j'aurai terminé ce très 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 beau livre. redis le titre. Rachel et les siens. D'accord. Ok. Très beau. Ouais. Ouais, moi un petit peu comme Julien, on a enregistré il n'y a pas très longtemps déjà un podcast sur le livre, donc depuis j'ai pas non plus beaucoup avancé dans mes fameux livres de poche et romans qui traînent depuis des mois et des mois. Si, moi je peux te mettre le problème à 3 corps, mais en même temps je peux le remettre dans cette podcast parce que ça fait 2 ans que je le lis. Donc, Non, juste. je vais y arriver. Je compte. Juste, c'est plutôt les nouvelles BD que je me suis fourni chez Camille, qui sont arrivées à la maison. Donc, notamment, je pense que j'en parlerai aussi prochainement, le tome 2 de Bug et Cassandra Dark, Ouais. que j'ai pas eu le temps de lire, que j'ai eu vendredi. Mais voilà, il y a des choses sur le feu. Camille, on parle un petit peu de ta librairie. Je vais dire de toi, mais bon, de ta librairie. Surtout, Donc ça s'appelle La Librairie Mouche. c'est ça. Donc c'est à Saint-Grégoire, c'est au nord de Rennes. Et tu as ouvert il y a... J'ai ouvert le 13 octobre. Donc j'ai fait. Il y a un aujourd'hui- mois, quoi, en C'est ça, gros. ouais, exactement. 2 semaines d'ouverture et puis petite période de confinement dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais l'ouverture s'est très très bien passée. Moi j'étais persuadée qu'il y avait une attente à ce niveau-là pour une librairie à Rennes, quelque chose, une vraie librairie de proximité, parce que ça me tenait très à cœur de faire quelque chose dans un quartier où les gens se promènent et où ils vivent. Et donc, effectivement, les débuts ont été très prometteurs. Donc, pourvu que ça dure. J'ai ouvert, donc c'est une librairie indépendante, ce qui veut dire que je commande absolument tout ce qui me plaît.
Ouais. J'ai la possibilité, évidemment, de commander aussi pour le compte de clients ce qu'il n'y aurait pas. Et j'ai fait le choix d'avoir un espace pour les enfants dédié, parce que c'est une offre, la jeunesse, qui est particulièrement enrichissante en ce moment. Et donc, il y a presque 30 mètres carrés dans la librairie dédiée à la jeunesse. J'ai environ 5000 titres là en ce moment. Ça doit monter évidemment Global, en vue pas que jeunesse. Oui, global. Et ça doit monter en vue des fêtes de Noël, parce que le livre est quand même le cadeau le plus offert par les Français. Donc on est sur des saisonnalités hyper fortes en ce moment. Voilà, octobre, novembre, décembre sont des très gros mois en librairie. Donc voilà, espérons qu'on puisse réouvrir très rapidement et qu'on puisse retrouver un rythme surtout un conseil qui est très important dans ce style de librairie, parce que le click and collect c'est bien, mais il n'y a pas le conseil qui manque. C'est la valeur ajoutée de la petite boutique. Quoi. Exactement, et c'est la raison d'être de ce genre de petite librairie où beaucoup de lecteurs rentrent sans savoir trop ce qu'ils veulent et ils repartent avec des livres, et ça c'est mission réussie, quoi. Voilà. Ouais, c'est un sacré pari. Moi, je dois dire, quand nous, on a vu qu'allait s'ouvrir une librairie là, au début, on était même un peu sceptique, parce que quand on sait la difficulté... Non, mais c'est vrai, quand on sait... il y a La quand même... difficulté du livre en général. Ouais, on entend plus souvent parler des libraires qui ferment que des libraires qui ouvrent. Ouais, après, la France est un des pays d'Europe où il y a le plus de libraires. C'est-à-dire qu'il y a un maillage de librairies qui est absolument incroyable. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Bretagne est la première région de France en termes de nombre de librairies, rapporté au nombre d'habitants, évidemment. Ce qui veut quand même dire que... Non, il n'y a pas que des bars. Il y a quand même un vrai besoin à ce niveau-là. Il y a des librairies qui ferment parce que ce sont des librairies vieillissantes. Il y a beaucoup de libraires qui partent à la retraite et qui, évidemment, ont du mal à trouver leur repreneur, parce qu'ils peuvent avoir des stocks un peu vieillissants. La librairie moderne et la librairie actuelle s'en sortent plutôt bien. C'est vrai que ce sont des exercices de gestion qui sont toujours sur un fil, mais si on est très attentif à ça, ça fonctionne, et c'est vrai qu'on offre quelque chose qui fait beaucoup de bien. Je serais peut-être un peu... je m'emballe un peu en disant ça, mais c'est quand même un produit un peu spécifique, et ça apporte beaucoup, je trouve, même dans un centre-bourg comme celui de Saint-Grégoire, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'à côté de ça, autant, tu vois, je te disais, nous, on avait de prime abord un petit peu un scepticisme comme ça, en se disant, wow, c'est un peu étonnant, Ouais. mais d'un autre côté, c'est aussi ce qu'on s'est dit directement derrière, par contre, c'est clair qu'on va y passer, parce que, bon, déjà, nous, on est consommateurs de livres, peu importe leur forme, mais c'est un espace, l'idée d'avoir son libraire qui te conseille et d'avoir toujours les petites pépites, tout le monde a envie de dire, ouais, c'est mon libraire qui m'a conseillé ça, ouais. Oui. Clairement, t'as ton caviste, t'as ton libraire, t'as ton libraire. T'as ton psy, ton caviste, ton libraire. Ouais, non, mais c'est vrai, cette notion on a son libraire, non? Ouais, mais tout à fait. Mais c'était ça aussi l'idée de la proximité, parce que c'est vrai que pour bien conseiller, il faut connaître les gens, et puis il faut être dans une relation... alors de confiance, c'est peut-être un bien grand mot, mais il faut que les gens aient aussi envie de se confier, parce que quand on achète un livre, on achète quelque chose de vrai, et moi j'ai tendance à dire quelque chose de vivant, mais il y a un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que les lecteurs se dévoilent beaucoup à travers ce qu'ils ont aimé, à travers ce qu'ils attendent, et c'est vrai qu'il faut pouvoir être en capacité de répondre, et tout ça, ça prend un peu de temps. C'est aussi la raison pour laquelle c'est une relation qui se construit. Oui, et puis c'est la raison pour laquelle il faut des endroits un peu chaleureux, parce que les gens qui viennent en librairie flânent longtemps. Le temps de passage est relativement long. On n'est pas dans un commerce de bouche où on arrive, vous servez et vous repartez. Là, il n'est pas rare que les gens restent une demi-heure, 45 minutes, le temps de regarder, de faire de toutes les discuter. quatrièmes de couve. Exactement, ça prend du temps, et cette relation-là, moi je trouvais qu'elle était très liée à la proximité qu'on peut avoir aussi en habitant, et moi en étant là où les gens habitent et là où les gens travaillent. C'est hyper important d'être situé à cet endroit-là, quoi. T'as cherché beaucoup au niveau local, ou c'était l'occasion qui fait le larron? Ah oui, c'est exactement ça. Non, j'ai pas cherché. Moi, je m'étais toujours dit que si un jour j'ouvrais une librairie à Saint-Grégoire, je voulais l'ouvrir dans ce périmètre-là. Donc autour de la mairie. Donc autour de la mairie, exactement. Parce que, encore une fois, je crois beaucoup au côté, on va acheter un livre en venant d'aller prendre ses fleurs ou d'aller acheter ses oranges. Voilà. Et donc j'ai visité un local. Après, moi je suis du style assez... quand je décide, après ça, c'est le bulldozer qui se met en route, mais ce local-là, c'est ça qui a tout déclenché. Je pense que j'aurais...
voilà, il n'y a pas énormément non plus de disponibilité en plein centre, parce qu'on n'est pas sur un territoire très étendu non plus. Il y avait une rue, quand il y a un local dans la bonne rue, je crois qu'il faut être capable de sauter le pas tout de suite, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais D'accord. c'est vraiment le local qui fait que ça s'est accéléré. Si j'avais pas eu vent de cette opportunité, je pense que la librairie ne serait pas ouverte aujourd'hui, D'accord, ouais, c'était... évidemment. Ouais. Et alors, la librairie est peut-être un peu jeune, mais tu as senti un changement des gens vis-à-vis du livre avec le confinement? J'ai eu l'impression, peut-être fausse, les gens sont très attachés de toute façon à l'objet livre de base, mais avec le confinement, j'ai l'impression que les gens sont encore plus rapprochés et attachés au livre, à acheter des livres, à avoir des livres. Alors moi, effectivement, j'étais pas ouverte à cette période-là. Par contre, les chiffres sont assez éloquents, c'est-à-dire que il est très clair que les librairies n'ont jamais aussi bien marché qu'en ce moment. Alors si on met de côté cette deuxième période de confinement, mais entre la réouverture en mai et la fin octobre, les librairies ont extrêmement bien fonctionné, ce qui veut quand même dire que la demande est en hausse, et si la demande est en hausse, ça veut dire que les gens ont redécouvert ou ont découvert tout court le plaisir des livres. Après, est-ce que c'est une tendance lourde ou est-ce que c'est quelque chose qui est passager? Tu nous le diras dans le temps. Hein. C'est ça, on le verra, mais ceci dit, il reste des très gros lecteurs et les gens qui lisent liront toujours. C'est vrai qu'il y a... Après, dans une librairie aussi comme la mienne, j'ai une offre très diversifiée, c'est-à-dire que j'ai du roman comme ce dont on va parler. Il y a de la BD, il y a du bouquin de cuisine, il y a du livre pratique, il y a de l'enfant, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, le livre regroupe énormément de choses aussi. J'ai chez moi des gens qui viennent parce qu'ils ont juste envie de cuisiner, donc on est sur un objet un peu différent, mais c'est vrai que c'est important de se dire qu'en fait le livre il touche tous les domaines, et si on cherche, on peut forcément trouver un livre qui nous correspond. Donc c'est plus ça, je pense que les gens ont redécouvert, c'est de se dire, plutôt que d'aller chercher sur internet, on va regarder dans les livres. Il n'y a peut-être pas forcément des gens qui se sont mis à lire des romans à la chaîne, mais voilà, il y a cette redécouverte de l'objet, je pense, avant tout. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais voilà, de toute façon, le livre est comme une valeur sûre et une valeur refuge. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément lié à la période, je pense. Ouais. Alors du coup, là, moi je voulais revenir sur l'espace enfant dont tu parlais. Genre moi j'ai 2 filles de 7 ans. Du coup, comment ton espace là-haut, comment il marche? Le but c'est quoi? C'est de venir avec ses enfants qui découvrent un peu aussi les livres sur place, ou tu disais que tu avais un grand espace, donc je suis pas monté, j'ai pas vu en fait. Je crois que t'étais... Non, t'es pas monté. Non. Oui, alors là-haut, il y a... Enfin là-haut, à l'espace jeunesse, il y a effectivement... tous les livres pour les enfants qui commencent à toucher le livre, alors évidemment pas à lire mais à toucher, donc c'est-à-dire 6 mois, 1 an, jusqu'aux romans grands ados, donc 16-18 ans. Tout est classé par âge. Donc si vous avez si tu as toi tes filles de 7 ans, tu peux aller soit trouver des romans pour les filles qui sont indiqués, soit des albums illustrés, soit des choses en découvert, soit de la BD. Voilà, l'idée c'est qu'ils soient un peu en autonomie, parce qu'elles sont aussi en âge d'être en autonomie, et à 7 ans on sait exactement ce qu'on aime lire. Le but c'est qu'elles montent, enfin exactement. qu'elles Le montent but, et qu'elles c'est découvrent elles-mêmes un peu. découvrent. C'est pour ça que l'espace est vraiment assez accueillant aussi dans sa manière d'être. J'ai fait des grands coussins pour que les enfants puissent se poser avec les livres qu'ils ont choisis. Ouais, c'était un peu le sens de ma question, parce que moi j'envoie mes 2 filles de 7 ans là-haut, elles vont prendre un livre, elles vont se poser, quoi. Exactement. Donc dans certaines librairies, c'est pas... Ah oui, mais moi je pars du principe que tu peux pas acheter un livre si tu l'as pas ouvert, et c'est encore plus vrai pour les enfants qui sont moins sensibles que nous à des premières accroches. Ils ont besoin de regarder, ils ont besoin de lire des pages, c'est très important pour eux. Donc évidemment qu'ils peuvent le faire. L'idée d'avoir l'espace un peu séparé, c'est que eux ils peuvent faire leur choix pendant que les parents ou les grands-parents sont en bas. Ils peuvent déambuler aussi. Et puis évidemment, moi je conseille avec grand plaisir les enfants qui ont besoin de mes conseils, mais les enfants sont instinctifs. Souvent, ils sont instinctifs et ils sont très sûrs d'eux. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ils décident. Ils prennent des choses en disant c'est ça et c'est pas autre chose. Et c'est vrai qu'il y a une relation qui se crée tout de suite. Ouais. Là où les adultes, je trouve, sont un peu plus indécis dans leur choix. Parce qu'ils hésitent, parce que l'enfant est moins dans cet aspect-là. Il voit la couverture, il voit les personnages qui lui parlent, il commence à lire une page, il a tout de suite envie d'aller à la suite et tout de suite son choix est fait. Ils sont très
Ouais, non, mais Voilà. l'adulte, il va comparer, il va Mm. dire oui, mais ça, peut-être que comparé à ce que j'ai déjà lu, Exactement. comparé à. Exactement. Bah, Puis il va les dire adultes ont des goûts plus affinés, donc ils deviennent plus Oui, difficiles aussi, quoi. T'as des opinions politiques, t'as des opinions qui rentrent en jeu sur beaucoup plus de paramètres, quoi. Et c'est, je trouve, très intéressant de laisser les enfants choisir seuls et de faire en sorte que, alors je devrais peut-être pas dire ça, mais que les parents soient pas toujours derrière, Oui. parce que les choix C'est des pas de- enfants, de certains enfants peuvent être orientés par les parents, alors qu'à partir du moment où les parents redescendent et sont à l'espace adulte, le choix des enfants va changer. Alors pas complètement, il faut pas exagérer, mais en tout cas, ils peuvent être amenés à regarder des choses que les parents n'avaient pas Ah oui, non, forcément je sélectionnées. sais très bien ce qui va se passer si je lâche mes 2 filles, elles vont me ramener des livres sur les poneys, alors que. Ouais, mais ça va leur faire plaisir. Et si c'est ça qu'elles ont envie, et ben bingo, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, non, Alors mais oui. après, c'est important aussi de les cadrer un petit peu parce qu'il faut aussi leur montrer que il y a des choses qui changent, il y a des thématiques qui changent. On va pas lire sur les poneys pendant 10 ans. C'est vrai que ceci dit, Je à connais 7 des gens ans, qui le font. non mais à 7 ans, tes filles sur les poneys, elles sont complètement dans la tendance actuelle. Enfin, Ouais. voilà. L'inverse m'aurait étonné. Donc, Et ne t'inquiète pas là-dessus. genre, t'as déjà eu des contacts avec les écoles de Saint-Grégoire, quelque chose, Alors, parce que ce pas travail avec encore. l'enfant, enfin, je sais pas à quel point Ouais. toi ça Ouais. te passionne, mais je sais que les enseignants sont vachement finalement demandeurs de gens d'un peu De des matière, métiers, ouais, de de- matière et de gens Oui, auxquels ils touchent. alors si on met de côté l'aspect commande, parce que moi j'avais loupé la rentrée, puisque je me suis Mhm. installée en octobre, donc cette période de rentrée Mhm. de commande, évidemment, elle a été faite avant que moi je m'installe, donc on en parlera après. Après, oui, j'ai beaucoup d'institutrices qui sont venues me voir pour qu'on puisse envisager ensemble des séances autour de l'écriture, pour faire venir des auteurs. Moi, j'ai aussi comme projet, ça va se reporter un peu dans le temps et ça sera très probablement au premier trimestre 2021, mais de faire des ateliers d'écriture, de faire venir des auteurs locaux ou pas, de faire voilà, des choses qui peuvent être intéressantes pour les enfants. Et donc les instituteurs sont très demandeurs de ce genre de choses. Et donc on est en train de voir et de mettre en place des partenariats avec des petites classes Ouais. pour voir comment on peut travailler ensemble voilà, sur la partie rédaction, sur la partie dessin. Mais tout le monde est très demandeur à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai un espace assez modulable à la librairie, donc je peux tout à fait accueillir une classe quand évidemment les conditions sanitaires seront redevenues un peu Bien plus sûr. normales. Tu peux accueillir une classe, c'est Mhm. suffisamment grand. Oui, en bas, oui. Ah oui, Tous mes meubles sont sur roulettes. ah oui, d'accord, ok. On rentre dans la technique, mais Mhm. une fois que je pousse tous les meubles, Mhm. on peut tout à fait accueillir 20-25 personnes, il n'y a pas Ouais. de problème. Quoi. Ouais. Voilà. Mais c'était l'idée aussi, c'était de faire ce genre de choses. Après, il y a pas mal d'auteurs là, autour de Rennes qui m'ont déjà contacté pour faire des choses. Alors évidemment, je vais choisir ce qui me plaît le plus. Mais voilà, il y a, les idées manquent pas pour intéresser aussi les enfants, autrement qu'à travers les listes obligatoires de livres à lire à l'école. Quoi. Ouais. Mm. Ok, d'accord. Tu nous redonnes le nom et puis l'adresse de ton site internet, et Oui. etc. Tant qu'à faire. Alors, le site internet, c'est librairie-mouche.com. Et c'est un site internet sur lequel vous avez la possibilité d'acheter les livres qui me tiennent particulièrement à cœur. J'essaye d'en mettre une quinzaine par mois en ligne. Alors évidemment, vous ne trouverez pas tout mon stock, parce que moi, je pars du principe que ma valeur ajoutée, c'est ça, c'est de mettre en avant les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc vous pouvez les payer en ligne et ensuite venir les retirer à la librairie. Et évidemment, si vous aviez besoin de choses qui ne sont pas sur le site, je les passe en commande. Il suffit de me contacter par mail, c'est librairiemouche@gmail.com, l'adresse mail. Voilà. Et j'allais dire, ouais, ce que tu as mis sur ton site, au final, c'est vraiment les livres accompagnés de ta reco, quoi. Exactement. C'est des lectures que j'ai faites. Il y a beaucoup de livres de la rentrée littéraire, alors au sens large, hein, parce que rentrée littéraire, depuis août, on est presque déjà, c'est presque déjà un peu passé tout ça, mais il y a tellement de choses que finalement, ça prend tellement de temps de tout lire, il faut un peu de temps. Et puis il faut se préparer à la prochaine rentrée littéraire, mais donc oui, c'est des livres que j'ai lus, c'est des livres que je résume, et c'est des livres sur lesquels je donne mon avis avec des petites... voilà, et puis ça marche plutôt bien, donc ça je suis contente parce que même à distance, ça permet surtout dans ces périodes-là, ça permet de continuer à avoir ce rôle de conseil que j'aime beaucoup et qui est la raison d'être de ce métier, hein, quand même. On n'est pas juste là pour traiter des commandes et des cartons. L'idée, c'est aussi de mettre en avant des choix et de faire en sorte qu'un lecteur va rencontrer le livre qu'il attend, quoi. Donc ça se fait aussi en connaissant bien les bouquins et en connaissant bien les lecteurs. On peut donc te retrouver sur librairie-mouche.com
.com. Et puis on va enchaîner, tu nous présentes un premier livre? Alors j'ai choisi pour cette première présentation de ce premier livre un ouvrage qui fait partie des grands classiques de la littérature, mais rassurez-vous, c'est pas un ouvrage qui va vous tomber des mains, et je pense au contraire. C'est un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Les Mains du Miracle. Donc Joseph Kessel, une petite présentation rapide, il est né à la fin du 19e siècle de parents russes, et il a ensuite eu une carrière absolument incroyable, et il est devenu l'écrivain qu'on connaît et qu'on a tous pas mal étudié, notamment avec son livre qui s'appelle exactement Le Lion. Il est rentré à l'Académie française à la fin de sa vie et il est mort en 1979. Il a eu un passé de résistance qu'on sait un peu moins pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1960, il a écrit ce bijou qui s'appelle Les Mains du Miracle. Alors moi, à titre personnel, je l'ai découvert il y a assez peu de temps et j'arrive toujours pas à m'expliquer comment j'ai pu passer à côté d'un chef-d'œuvre pareil. J'en avais même pas tellement entendu parler, parce que Kessel, on le connaît pour beaucoup d'autres choses, mais ce livre-là, ou alors c'est quelque chose dont on parlait peut-être un tout petit peu moins, parce qu'il a écrit tellement des livres absolument fabuleux que celui-là était peut-être passé, peut-être parce que c'est une histoire vraie au travers les mailles du fier. Enfin, en tout cas, moi je l'ai découvert il y a très peu de temps. Dans ce livre donc, qui s'appelle Les Mains du Miracle, on suit l'histoire de l'ostéopathe guérisseur de Himmler, qui était donc adjoint de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est absolument incroyable, évidemment, toute l'histoire est vraie, c'est-à-dire du début à la fin, tout est vrai, les faits sont vérifiés, les dates sont exactes, etc. Donc on est presque dans du récit journalistique, mais on a la plume de Joseph Kessel qui est absolument incroyable, et l'histoire humaine est dingue, puisque cet ostéopathe donc, qui a été formé par des grands professeurs asiatiques, avait a priori un don exceptionnel dans les mains. Et il a commencé à se faire une petite clientèle comme ça, de clients assez bourgeois qui soignaient de tous leurs maux les plus divers et variés. Himmler a eu vent de l'existence de cette que je qualifie d'ostéopathe, mais c'était un peu un soigneur exceptionnel. Il lui a plusieurs fois proposé de venir le soigner, parce que Himmler était extrêmement malade et il souffrait de maux récurrents qui apparemment lui rendaient la vie quasiment invivable. Il était plié en deux la plupart du temps. Kersten, donc ce fameux ostéopathe, a fini par accepter. Après avoir beaucoup hésité, parce que quand on vous demande d'aller soigner Himmler, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué. Sauf que toute l'intelligence du livre réside justement dans cette relation qui va se nouer entre les deux personnages, puisque très vite Kersten va comprendre qu'il va pouvoir obtenir de la part de Himmler des informations qu'il va utiliser pour pouvoir soit les donner aux services secrets, soit aider des gens. Et donc, à partir du moment où Kersten trouve la porte d'entrée chez Himmler, il va récupérer des données absolument essentielles qui sont toutes classées secret défense, et il va finir même par être employé par les services secrets des pays du Nord, qui vont le faire venir pour pouvoir déjouer des attentats, sauver des gens des camps. C'est-à-dire, ce type-là, il a derrière lui des dizaines de milliers de vies qu'il a réussi à sauver grâce aux informations qu'il a récupérées de ce nazi qui s'abandonnait complètement quand il arrivait à le délivrer de ce mal dont il souffrait. À partir du moment où les douleurs étaient parties, c'est comme s'il était dans un état second, et il se mettait beaucoup à parler, et Kersten, qui avait une intelligence absolument exceptionnelle, a réussi à lui faire croire qu'il était son ami, son allié, tout en lui-même se mettant jamais en danger. Donc tout le livre est sur cet équilibre où on se dit à toutes les pages, mais c'est pas possible, il va se faire prendre, il va se passer quelque chose. Et finalement, ce type est un héros de l'humanité, et vraiment, je pèse mes mots. Le livre est tellement incroyable que quand vous le refermez, vous vous dites, cette histoire ne peut pas être vraie. Et il y a la fin du bouquin où on explique qu'effectivement, tout ce qui s'est passé et à quoi ont servi ces informations. Et c'est tellement improbable que vous le relisez en étant en état de
de sidération et en vous disant mais c'est complètement fou. Et c'est vrai que c'est un livre très historique, mais c'est surtout un livre sur cette relation et c'est un livre qui moi m'a bouleversée parce que c'est le courage d'un homme qui à chaque fois qu'il allait masser ce type se disait potentiellement aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie parce que il était tellement fou qu'il était tout à fait capable de le tuer comme ça du jour au lendemain. Et c'est un type qui, pendant des années, est resté comme ça sur le fil du rasoir en se disant tout ce qui est pris est pris. Et moi, je trouve que c'est une leçon de courage absolument exceptionnelle. C'est à lire, c'est à offrir, c'est même à offrir aux enfants en disant voilà, avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Et moi, c'est un livre qui m'a vraiment profondément marqué ces derniers mois parce que je l'ai découvert, pour tout vous dire, pendant le premier confinement. Et depuis, je crois que je l'ai lu 3 fois. Voilà, tellement il est riche aussi en détails. C'est un livre qui a fait l'objet... Enfin, la vie de ce type-là a fait l'objet d'énormément d'adaptations en BD, en film. Voilà, donc on peut aussi aborder cette histoire par d'autres biais. Mais moi, je trouve que sous la plume de Kessel, il n'y a juste rien à redire. C'est absolument magnifique. C'est quoi le nom du personnage ? Il s'appelle Kersten. Félix Kersten. Voilà, il est. Il y a une BD d'ailleurs qui s'appelle Kersten, et c'est vrai que l'histoire a mis un peu de temps à sortir, alors pour une raison qui m'échappe, mais depuis 10-15 ans, il y a beaucoup de littérature sur le sujet parce que j'ai quand même fait des recherches. Mais moi, cet ouvrage-là, il n'était pas passé dans mon radar de lecture. Voilà, l'oubli est réparé et il faut s'emparer de cette lecture parce que c'est en format folio. Il doit y avoir il y a 400 pages, mais vous êtes tenu en haleine comme si vous lisiez un polar et toutes les pages, vous devez vous pincer pour vous dire mais ce que je lis est vrai. Et c'est complètement dingue. Et moi, j'aime particulièrement ces romans-là où finalement le roman apporte pas grand-chose. L'histoire est déjà tellement forte elle se suffit à elle-même. Elle se suffit à elle-même. Et encore une fois, quand on a une histoire de cette qualité-là, avec la plume de Joseph Kessel, je crois que pour moi, c'est la quintessence du bouquin miraculeux. Ça s'appelle Les Mains du miracle, mais vraiment... on frôle le miraculeux quand on lit ce genre de bouquin. C'est marrant parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion aussi de le dire dans le podcast, j'étais un grand lecteur, j'essaie d'en parler au passé, un grand lecteur de tout ce que je pouvais un peu dévorer et trouver sur la guerre sur mondiale, j'ai un peu la même maladie. sur le XXe siècle, et précisément sur la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup de romancés, par exemple, tu parleras peut-être, mais moi j'ai adoré toute la trilogie berlinoise, par exemple, de Kerr, qui est très romancée, mais que je trouve excessivement intéressante. Il y a le dernier qui vient de sortir là, le 14e. Ouais, mais il en a fait trop maintenant. Ouais, sur la fin, j'ai trouvé que ça s'est soufflé un peu, mais je regarderai. Mais aussi, tu vois, j'étais là, j'avais essayé Les Bienveillantes, dont j'ai une autre opinion. J'avais beaucoup aimé Decaux, sur le XXe siècle, notamment, enfin, ce genre de choses. Et du coup, j'ai essayé pas mal de trouver comme ça un peu tout ce que je pouvais trouver. Et non, je suis passé à côté de ça. Alors que quand on parle, alors déjà 2 choses. Pour le sujet, c'est clairement quelque chose que j'aurais dû lire a priori, par rapport à mes goûts, à mon intérêt sur la période. Et ça, c'est pour l'histoire, par rapport à la période et tout, mais de la façon après dont toi tu le décris et ce que tu en as pensé, moi, alors ça n'a rien à voir, hein, mais moi ça me rappelle Le Dernier jour d'un condamné de Hugo, qui est dans un format assez proche, enfin plus petit, et qui m'avait fait la même sensation, le terminer, de devoir le relire et de dire c'est le bouquin que je garde sur mon étagère parce que j'y reviendrai forcément, etc. Donc, du coup, entre le mix entre les deux, je me dis j'ai vraiment raté un truc a priori, quoi. Eh ben, on va y remédier. C'est un bouquin aussi qui peut m'intéresser parce que la psychologie des dignitaires du parti nazi, je trouve ça intéressant. Puis ça peut peut-être me réconcilier avec Kessel parce que malheureusement, quand on m'a fait lire Le Lion de Kessel quand j'étais gamin, j'ai pas aimé du tout. Ouais. Je me souviens, j'ai un souvenir, c'est un peu loin, mais j'ai un souvenir d'être marqué par Kessel qui décrit pendant 3 pages un guerrier qui soulève sa lance, quoi. Et quand t'as 14 ans et que tu lis ça, et que t'as 3 pages d'un guerrier qui soulève juste une lance, c'est un peu long à lire. Mais après, le sujet m'intéresse énormément, et Kessel, en effet, a de toute façon une plume, donc je pense que c'est un truc... Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas le bon et il n'y a pas le méchant. C'est-à-dire qu'on comprend aussi que très vite, Himmler se rend compte qu'il est
manipulés par Hitler, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas qu'ils ont une relation un peu très complexe tous les deux. Et Kirsten, donc son soigneur, va très vite s'en rendre compte et il va beaucoup jouer de ça et de cette relation très ambivalente qu'ils vont avoir tous les deux en disant vous devriez faire comme ça ou moi si j'étais vous je le prendrais comme ça. Et en fait c'est aussi un livre sur la manipulation intellectuelle. Enfin, je pense que de toute façon, ce livre est universel et traite d'énormément de sujets, mais ce côté où il y en a un qui a très bien compris la relation d'emprise dans laquelle ils étaient et il va en jouer. C'est pas le bon terme. Il va réussir à en tirer quelque chose de positif parce qu'il en joue pas. Il joue avec sa vie, mais il en sort un objectif. Ça lui donne un voilà. Et but, le moment dans le livre où il comprend que les informations dont il vient d'être dépositaire, il peut en faire quelque chose d'absolument exceptionnel. Ces pages sont bouleversantes parce que on sent qu'il bascule dans quelque chose et qu'il se dit à partir de maintenant je vais continuer cette relation que j'ai avec ce patient, mais mon objectif c'est qu'à chaque séance je lui demande quelque chose. Alors évidemment il ne pourra pas le faire à chaque séance parce qu'il ne le sent pas réceptif à chaque séance, mais toute sa relation ça va être ça et il prend des risques absolument plus que considérables pour sa famille, pour lui, pour son entourage, ça aurait pu se terminer de manière, en tout cas pour lui quoi, mais voilà, gros coup de cœur, quoi. Ouais, vraiment, parce que je trouve que c'est des livres qui se lisent. Alors peut-être pas ado. Je pense que si toi t'as été marqué, effectivement, c'est quand même un sujet un peu difficile. Et puis il y a beaucoup de descriptions quand même sur ces séances de traitement qui peuvent être un peu longues quand on est ado. Par contre, je pense qu'à partir de 16-18 ans, Par contre, je pense qu'à partir de 16-18 ans jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à lire, c'est un bouquin absolument fabuleux. Quoi. Au pire, je reviens au droit du lecteur dont on parlait dans le dernier podcast. Tu as le droit de sauter les descriptions sur les massages. Hein. Oui, alors tu peux louper des informations considérables parce que c'est pas que de la description de non, message. De lire un peu en diagonale. C'est ça. Mais non, c'est un sans faute absolue. Et encore une fois, moi, c'était des listes de lecture qui tournaient pendant le premier confinement et je l'ai reçu par l'intermédiaire d'un ami qui m'a dit a priori ce bouquin est juste hors norme, mais évidemment je l'ai commandé et depuis c'est vrai que c'est un bouquin qui restera gravé quoi, qui fait partie de. Ok. Ce sera à lire. Très bien, merci Camille. De mon côté, je vais continuer sur le XXe siècle. On est dans la même thématique. Ouais, un petit peu. J'avais, après avoir un peu épluché 39-45, vu que j'ai une partie de ma famille maintenant qui est espagnole, j'ai voulu m'intéresser à la guerre civile. Et du coup, j'étais venu te voir d'ailleurs en te disant ça. Donc tu m'as conseillé España la vida. Je sais pas si, vu que je ne vais pas en dire que du bien, je ne sais pas si je devrais dire que tu me l'as conseillé, mais tu me l'as conseillé. En tout cas, tu l'as acheté chez moi. Oui, voilà. Donc, España la vida. Donc c'est une bande dessinée, c'est un one-shot, sorti en 2013 chez Casterman, de Maximilien Leroy et j'ai oublié le prénom du dessinateur, Eddy Vaccaro. Donc c'est des auteurs ou illustrateurs que moi je connaissais pas particulièrement, j'ai pas lu d'autres de leurs œuvres, donc j'ai regardé rapidement. Maximilien Leroy, a priori c'est un auteur qui est très justement histoire du XXe siècle, notamment il a écrit sur Gaza, sur la Palestine, et dont un ouvrage qui a l'air de faire un petit peu référence sur Faire le mur, ça s'appelle, donc sur le mur de Gaza. Donc voilà, je ne les ai pas lus, mais a priori il fait référence. Il fait référence, en tout cas on en parle beaucoup, on en parle en bien. Du coup là, ils se sont intéressés à la guerre civile espagnole via le personnage de Jean Léonard. Alors, comme son nom l'indique, c'est un fils de bourgeois en fait, qui traîne en fait dans les cercles intellectuels de gauche juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc tendance anarcho-socialo par là, mais sans être communiste convaincu non plus. Enfin, oui, il est communiste, mais pas. Alors, je suis pas assez calé en communisme pour dire de quelle tendance il est, mais pas au sens pro-URSS en tout cas. En tout cas, sur ce qu'elle allait devenir. Donc voilà, il va, notamment suite à Guernica, donc suite au massacre de Guernica, franchir le pas, quitter un peu
sa vie un peu bourgeois bohème parisienne, direction l'Espagne, pour combattre aux côtés des républicains contre le franquisme. Donc, et rejoindre la guerre civile espagnole. Donc on va avoir dans la BD une partie de son voyage, comment il arrive jusque là-bas, comment dire, le département, j'ai perdu le mot, le régiment qu'il rejoint, qui est donc composé notamment d'étrangers qui viennent participer à la guerre, les premières désillusions aussi, parce que bon, c'est des gens qui partent avec une vision un petit peu idéalisée du communisme ou du socialisme, et puis bon, qui s'aperçoit que, notamment vis-à-vis de l'Église, ils avaient leur mauvais côté aussi, puisque l'Église étant du côté de Franco, enfin l'Église de façon générale, ayant supporté Franco dans la guerre civile, et les républicains ont notamment commis des exactions envers les prêtres et l'Église, donc pillage des églises, même pillage chez les particuliers, des objets religieux, etc. Donc il y a de la désillusion là-dessus, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis après, bien entendu, il y a les rencontres, les personnages qu'il va rencontrer, bien entendu, il y a une femme. Donc voilà, dans l'idée, c'est pas mal, c'est ce que je cherchais vraiment. Donc sur la reco, c'était vraiment parfait, c'était exactement ce que je voulais. Je tiens à le dire. Avant de redonner mon avis, je continue un petit peu sur l'objet en lui-même. Donc au niveau du dessin, on est sur un dessin au trait, au crayon gras. Alors, il y a presque du fusain par endroit. J'ai regardé un petit peu sur le net, il y a beaucoup de gens, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, parce que c'est vrai que c'est marqué comme trait. Ah, je trouve ça joli. Moi, ça m'a pas gêné du tout. Après, il y a une question de sensibilité, mais il y a un vrai trait, il y a quelque chose, quoi. Et puis ça colle au thème, de toute façon, globalement. On a une mise en couleur qui n'a pas été faite par le dessinateur, qui est faite par Anne-Claire Jouvray. La mise en couleur, elle est parfois très intéressante, notamment sur les scènes de guerre. Elle est très rouge, elle prend la thématique un petit peu de l'histoire. Elle est assez réussie. Au niveau de la mise en page, du découpage en cases, etc., c'est assez classique. Il y a des cases purement dessinées, donc sans texte, sans échange, sans parole. Donc ça, c'est sympa. Mais elles ne sont pas toujours mises en valeur. Pour moi, ça manque un peu de plus grande double page, et ça aurait pu prendre un petit peu plus de volume. Donc là-dessus, je trouve qu'ils sont pas tout à fait assez loin, je pense. Ça aurait pu s'exprimer différemment. Peut-être aussi une question de goût chez toi, parce que je sais que tu aimes bien les planches vides avec vraiment que du dessin. Oui, moi j'aime ça, ouais. Mais voilà. Alors du coup, au niveau de mon avis global, donc comme je disais, je pense vraiment que c'était ce que je voulais, mais du coup, la contrepartie, c'est que j'avais certaines expectatives qui étaient peut-être aussi un petit peu plus élevées. Moi, je cherchais vraiment à en apprendre davantage sur la guerre civile. Et en fait, j'ai pas appris grand-chose. En fait, l'histoire du personnage, elle est somme toute assez plate, je trouve. Bon, oui, un bourgeois qui part rejoindre la guerre civile espagnole, c'est bien, c'est intéressant de savoir que ça existait, mais il lui arrive pas grand-chose à ce garçon. Il est rapidement blessé au combat, donc il retourne en arrière. Donc déjà, toutes ces pages-là, on n'est pas dans l'histoire de la guerre. Et puis, il va retourner au front, mais il retourne au front sur la toute fin. Donc, c'est la débâcle, plutôt, c'est la fuite et le retour en France. Donc voilà, on a une histoire assez, somme toute, je trouve, linéaire. Pas beaucoup de fond, pas beaucoup de contexte non plus, que ce soit dans la BD. Ça manque un petit peu de caractère fort, d'un personnage un peu historique, même inconnu, je veux dire, un révolutionnaire un peu marqué qui serait venu donner un peu de caractère à l'ensemble. Ça manque de ça. Alors, en amont de la guerre civile, de son départ pour la guerre civile, il y a un personnage, il y a Victor Serge, qui est un révolutionnaire libertaire, puis marxiste, qui a existé vraiment, que le personnage rencontre et qui forge un petit peu, lui, ses opinions et tout ça. Et en fait, c'est dommage parce que on le voit apparaître, mais sans vraiment non plus rentrer dans quelles sont ses idées à lui. Et puis, on aurait voulu, je trouve, une sorte de balance, de contrebalance, après dans la seconde partie de l'histoire, quand on est sur le front, avec des personnages plus forts. Parce que le personnage central, en soi, lui,
il se laisse un peu porter par les événements. Quand il part faire la guerre, c'est un peu parce que ses copains lui disent aussi arrête d'en parler, vas-y. Et lui, il s'était inventé une excuse parce que sa copine était là, mais en fait, il s'en fout de sa copine. Donc, c'est pas non plus. C'est pas quelqu'un qui y va, quoi. Il va rencontrer dans la BD quelqu'un de plus jovial aussi, qui amène justement ce côté personnage secondaire un peu plus tout, un peu plus extrapolé que le personnage principal. Mais voilà, ça reste peu approfondi, quoi. Donc voilà. Et puis, donc d'un côté ça, un peu manque de fond, manque de contexte aussi. Je pense que sur un thème comme celui-là, bon, c'est aussi quelque chose que moi j'adore. À la fin d'une BD, retrouver non seulement des esquisses, un petit peu comment le trait il a été recherché, tout ça, c'est vachement sympa, mais aussi le contexte historique de l'histoire. Il y aurait pu y avoir une sorte de dernière partie un petit peu où ils expliquent le départ des Français pour l'Espagne, le retour aussi, la débâcle un petit peu de fond aussi sur ce qu'était le marxisme et tout ça. Non, c'est pas du tout abordé, c'est pas évoqué, il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de postambule, je ne sais pas si on le dit. Donc voilà, c'est vraiment pas remis, c'est pas contextualisé. Donc là-dessus, c'est un petit peu dommage. Et puis du coup, globalement, ce que je disais, le personnage, au final, vu qu'il se laisse un peu porter par l'événement, et qu'il il est vite quand même blessé, en plus de façon bête, au front et rapatrié en arrière, ben, au final, il n'y a pas un grand rythme dans l'histoire, on n'est pas pris entre deux batailles, à se dire, oh là là, comment ils vont s'en tirer, qu'est-ce qui se passe, c'est pas ça non plus. Donc voilà, il y a un personnage secondaire qui est Milena, dont il va tomber amoureux, où on sent, pareil, en fait c'est abordé, on sent la femme de caractère qui est là pour des convictions et ce genre de choses, et encore une fois, c'est pas approfondi. Et c'est pas approfondi au même point qu'au final, ils fuient, dans la débâcle, ils fuient ensemble, ils reviennent en France tous les deux, et je vais spoiler la fin, donc voilà, écoutez pas, mais en fait le personnage principal partira aider la résistance en Angleterre à la fin du livre, et en fait il y a même carrément, il est chez lui avec elle, donc on comprend qu'ils sont ensemble et qu'ils emménagent ensemble, par contre il part résister tout seul. Alors que ce personnage féminin avait plus de conviction que lui, quoi, était plus fort. Et là, clairement, on dit, mais attends, moi j'ai retourné le truc, j'ai raté une page, là. Pourquoi elle est pas là Elle arrive après. Oui, alors, c'est un one-shot, donc théoriquement, il n'y a pas de tome 2. Ouais, bah, et là, il y a vraiment un petit raté. Pourquoi ce personnage fort reste à la maison à faire la cuisine pendant qu'il repart en Angleterre, quoi. Ça m'a un petit peu choqué. Elle a le mal de mer, elle ne peut pas faire la traversée. Donc voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup de pistes, donc via ce personnage féminin notamment, à explorer sur son passé, sur la désillusion que lui vit de la réalité des combattants sur place par rapport à l'utopie socialiste, un petit peu. Voilà, il y avait matière. Alors après, je sais que c'est une BD et on peut pas tout mettre, tout dire, mais là, c'est un petit peu pas assez de rythme, un petit peu pas assez de contexte, un petit peu pas assez de fond. Donc clairement, je suis resté sur ma faim. Donc voilà. Alors on pourrait presque s'attendre effectivement à un tome 2 avec ce départ pour l'Angleterre, etc. Mais bon, je pense que je serais pas client. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que du coup ça plairait à quelqu'un qui a pas... Parce que en fait, à écouter ce que tu décris, on a l'impression que ce qu'il t'aurait fallu, c'était pas une BD, c'était un bouquin d'historien, quoi. Alors non, parce que justement, tu vois, je l'ai amené. J'ai un bouquin d'historien sur la guerre civile espagnole, mais c'est ce que je disais, c'est pire. Donc, du coup, ma question, c'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas un tel besoin d'informations sur la période franquiste trouverait son bonheur dans cette BD ou pas? T'apprendras rien. Non, mais sans avoir envie d'apprendre. Est-ce que l'histoire, Non, non, parce que... Enfin non, il y a mieux, c'est pas une BD d'aventure, parce que le pauvre garçon, il va à la guerre, il tombe dans un trou, il se fait une bosse, il est rapatrié, à l'arrière-front, là, à l'arrière du front. Donc non, il n'y a pas d'aventure, c'est ce que je dis, il n'y a pas de personnage qui mette vraiment en avant. Alors j'ai l'impression de dire que du mal, alors que j'ai pas passé un si mauvais moment à la lire, hein. Mais c'est peut-être justement le parti pris, tu vois, c'est de se dire, on va faire un peu un non-héros, quoi. Une BD sur un non-héros. Ouais, mais justement, tu compenses avec un personnage un petit peu... En fait, je pense que c'est plus... Ils n'ont pas su sur quel pied danser. C'est, effectivement, je pense que faire quelque chose de plus léger qu'un livre sur la guerre civile espagnole qui serait vraiment compliqué, qui serait gros, qui serait lourd, ou c'est dur à mettre dans une BD... Et une BD qui va forcément être plus légère, mais dans ce cas-là, il faut aussi lui donner un petit peu plus de rythme. Oui. Et de corps, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est pas mauvais, hein. Il faut que je nuance un peu mon propos. Non, mais ça veut dire que je la recommande pas à la librairie, quoi. Après, je sais pas, non. Ça veut dire qu'il faut que tu la lises, peut-être, pour voir si je suis trop exigeant. Non, là, franchement, j'étais un peu dur par rapport à ce que moi, j'en attendais, mais c'est...
C'est plus ça, je pense qu'ils n'ont pas su sur quel pied danser. Ouais, mais c'est Voilà. vraiment le cas. Et puis, faut voir, je pense que ça doit pas être évident non plus, parce qu'en France, la guerre civile espagnole, vu qu'on les a quand même laissés se démerder tout seuls, c'est pas dans nos manuels d'histoire. Et c'est Pas un trop, sujet non. qui est particulièrement méconnu, Ouais, voilà, ouais. la guerre civile espagnole. Parce que clairement, hein, c'est un pays où on a dit, nous, on va laisser se démerder tout seuls, on va régler nos problèmes, donc... Ouais, mais il y a assez peu de choses dessus, on y revient un peu, mais c'est pas un sujet particulièrement développé. Mais sachant qu'en Espagne, alors bon, ça se libère un petit peu aussi, mais c'est pas beaucoup plus évident, Ouais. puisque là-bas, ils ont fait le choix, en fait, de faire une grande croix, sur le passé en disant on va de l'avant. Alors c'est un petit peu en train de changer là justement très très en ce moment, hein, puisqu'il y a eu le déplacement du mausolée de Franco ou ce genre de choses, ils commencent à réouvrir un petit peu les dossiers de leur histoire, mais en tout cas sur les 50 dernières années, l'Espagne ne regarde pas non plus son passé. Donc c'est pas hyper documenté, et après voilà, j'ai pas non plus encore mené des recherches approfondies sur le sujet, mais voilà. Donc peut-être ça pourrait éventuellement quelqu'un. Ouais, non. Non, ouais, d'accord. À Bah, qui non. tu le recommanderais? À qui je le recommanderais? Quelqu'un dont le grand-père est espagnol, peut-être ou, non, mais il y a moyen qui ouais. voudrait, qui n'a pas besoin. Je sais vraiment pas ce que je vais dire, je vais couper ce bout-là. Bah non, mais ou quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien. Parce que tu dis, il y a vraiment des gens pour qui c'est un sujet totalement vierge dans leur tête, quoi. Ouais, mais encore une fois. Non, mais vraiment, la vraiment, guerre ouais. d'Espagne. Ouais, non, mais je sais, mais sauf que le franquisme et les militaires en face, ils sont quasiment absents de la BD. Oui, mais là, tu Donc as la on démarche d'un on Français comprend même pas Ouais. contre quoi il va se battre, en Ouais. fait. Oui, mais lui non plus ne savait pas, je pense. Tu as commencé ta présentation en disant il y va, c'est pas par conviction, c'est juste parce que il a décidé de se donner un objectif. Non, alors quoi. ouais, c'est pas, il a ses convictions, mais c'est Ouais. pas un meneur d'homme, tu Ouais, vois. ouais, C'est pas ouais. comment. Mais par exemple, le fait que C'est ça, c'est tiède, le- quoi, le- comme lui. voilà, le poids des Allemands, notamment dans le massacre de Guernica, Mm. si tu lis la BD sans vraiment aucun contexte et sans t'être posé aucune question, tu vas pas remarquer les croix gammées sur les queues des avions. Mm. Or, c'est le seul détail qui te dit que ce sont les nazis qui Ouais. ont été aider Franco et commettre le massacre de Guernica, quoi. Donc c'est trop subtil, tu vois. Ouais. Et puis après, voilà, ça s'arrête là. Qui est Franco, quel était son but, etc. Tout ça, il n'y a pas. Mm. Mais lis-le, essaye. Ça prend. Je l'ai lu en Non, mais une je vais heure. trouver quelque chose de plus costaud, de plus complet, de plus. Je vais m'y mettre. J'ai compris le cahier des charges. Je te repasse la parole, Camille, pour un deuxième roman. Deuxième roman, d'ailleurs, deuxième biographie aussi. Oui, non, alors là, c'est plus un roman. Alors, on n'est plus du tout au XXe siècle. C'est un roman qui est sorti au mois d'août, qui s'appelle Les Graciers. Et c'est un roman d'une jeune auteure anglaise qui s'appelle Kieran Millwood Hargrave, qui a une trentaine d'années. Et c'est d'ailleurs son premier roman pour adultes. Elle avait écrit des choses pour enfants, mais c'est son premier titre pour adultes. Moi, je l'ai lu il y a assez peu de temps, parce que effectivement la rentrée littéraire est toujours un peu dense, donc il y a beaucoup de choses à lire. Et puis, il a été sur la liste d'un prix littéraire en littérature étrangère, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à ce livre-là. Déjà, la couverture est magnifique, parce qu'on voit un profil de femme avec une chevelure, et on voit une queue de baleine dans sa chevelure, donc déjà, je suis assez sensible aux couvertures, et c'est vrai que la couverture intrigue et laisse à penser que l'histoire va être un peu hors norme, et c'est vraiment le cas. Ce roman a lieu au XVIIe siècle. On est au tout début des années 1620, et toute l'histoire se déroule au nord du cercle polaire, donc dans des contrées assez peu souriante à cette époque-là. On est sur une petite île qui s'appelle l'île de Vardeux, qui est évidemment accessible que par bateau, qui 8 mois par an est emprisonnée par les glaces, où on vit dans le noir depuis des générations, et où le seul moyen de survivre, c'est d'aller pêcher. Et le roman s'ouvre sur une scène absolument incroyable. C'est le rêve d'une des jeunes habitantes. Elle a eu une prémonition une nuit où elle voit une baleine qui va s'échouer
qui va s'échouer sur la plage. Et le lendemain de cette scène qu'elle décrit et qui la marque profondément, va se dérouler une catastrophe absolument hors norme. Tous les hommes de l'île meurent dans une tempête. La tempête arrive, donc toutes les femmes sortent en entendant un bruit absolument incroyable. Et là, une vague arrive et engloutit tous les hommes qui sont partis pêcher comme tous les matins. Donc, passé ce côté de stupéfaction absolue, les femmes se retrouvent seules sur cette île. Il reste le pasteur qui, évidemment, n'était pas parti en mer et les jeunes garçons de moins de 5 ans qui ne partaient pas sur les bateaux de pêche. Ceci dit, toute la population masculine a été exterminée et les femmes ont un petit moment de stupéfaction, de très grande douleur évidemment parce que elles se retrouvent dans des situations où les tâches sont extrêmement difficiles et très physiques et elles se retrouvent dans l'incapacité parce qu'elles n'ont pas le mode d'emploi de faire ce que devaient faire les hommes. Et puis un petit groupe de femmes décide de prendre les choses en main après quelques semaines comme ça, là, complètement à l'arrêt, et de monter des expéditions de pêche en disant on va pas se laisser mourir de faim parce que c'est littéralement ce dont on parle dans le début du bouquin. La communauté renaît à travers ces femmes-là qui vont pendant quelques années vivre comme ça. Les femmes vont reprendre toutes les tâches qui étaient allouées aux hommes de manière extrêmement courageuse parce qu'encore une fois les conditions étaient absolument atroces, les conditions de vie étaient atroces et on voit déjà se dessiner certains clans. Il y a celles qui sont volontaires, il y a celles qui se réfugient dans la religion, voilà. On voit que ces petits groupes de femmes vont finalement avoir leur centre d'intérêt bien précis. Le roi Christian II, qui était donc roi de la Norvège à cette période-là, va décider à peu près, sur ce laps de temps, de prendre des mesures anti-sorcières, parce qu'il était persuadé que la sorcellerie était un peu partout. Et il était notamment persuadé que la sorcellerie avait lieu dans une tribu qui s'appelle les Samis, qui est une tribu du nord de l'Europe, qu'on retrouve notamment en Norvège, et il y avait certains Samis qui étaient sur cette île de Vardø. Donc il décide d'exterminer ce qu'il appelait les sorcières. Il y a eu de très nombreux procès en Norvège sur le sujet. Parce qu'il a entendu parler de ce village de femmes qui arrive à survivre suite à une tempête, lui il est persuadé qu'il y a une histoire de sorcellerie derrière tout ça, et il délègue une espèce d'inquisiteur. Ouais, exactement, un inquisiteur complètement fanatique et qui est persuadé d'être investi par une mission divine, qui va faire le voyage depuis Bergen en bateau avec sa jeune épouse qui est terrorisée par ce type qu'elle découvre extrêmement violent. Et donc ils vont arriver tous les deux sur l'île et lui va commencer sa mission. Il va être aidé en cela par certaines femmes et par des appuis locaux aussi qui vont venir l'aider. Le roman est très noir parce qu'évidemment c'est une histoire vraie et on a retrouvé des écrits notamment de cette période-là où la moitié de la population de cette île a quand même été exterminée pour ces histoires de sorcellerie. Les femmes vont toutes être accusées à leur tour et donc il va y avoir pas mal de dénonciations, mais c'est une histoire qui est très forte dans son existence d'abord. La plume de cette jeune auteure est absolument incroyable parce que on a l'impression de vivre minute par minute, on a l'impression d'avoir froid quand il fait froid, on a l'impression d'avoir le mal de mer quand on est elle a réussi à trouver le juste équilibre entre se mettre au service de cette histoire absolument dingue qui, elle, l'a fascinée. C'est même devenu quasiment obsédant, elle le dit, que cette histoire l'a vraiment particulièrement impactée. Elle a fait des recherches très poussées sur le sujet. Ces personnages de femmes qui sont hyper attachants parce que alors en tant que femme évidemment on se met dans la peau de ces personnages là, mais je pense que c'est vraiment une histoire universelle on se remonte les manches, on y va et on essaye de faire le nécessaire alors même que tout est contre nous, quoi. Alors évidemment ça finit très mal parce que l'histoire on la connaît dès le départ, on sait qu'il va y avoir beaucoup de sang versé, mais c'est une histoire très marquante, et même si c'est assez noir comme ça quand je vous en parle, c'est quand même une histoire d'espoir, une histoire de sororité, c'est-à-dire que les femmes se sont vraiment aidées. Moi je trouve que c'est vraiment une histoire quasiment universelle, qui fait qu'il y a quand même des belles choses qui sont ressorties de cette période qui était particulièrement glaciale, et encore une fois c'est une période qu'on connaît assez peu.
c'est des sujets. Alors évidemment, les pays du Nord, on les connaît dans les polars, voilà. Mais là, dépeindre en 1617 cette petite île, c'est quand même un vrai tour de force. Et moi, ce bouquin m'a marqué, mais au fer rouge, aussi rouge qu'est la couverture, quoi. Il est impressionnant à lire. Il y a une maîtrise dans l'écriture parfaite. J'ai trouvé que la traduction était extrêmement maîtrisée, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, parce que des fois, ça peut être un peu léger en traduction, ou ça peut être carrément... L'écriture est vive, mais comme on s'y attend pour ce genre de bouquin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est coupé au scalpel, il n'y a pas un mot de trop, on décrit ce qui se passe, et ce qui se passe est purement glaçant, quoi. Et c'est vraiment... Tous les personnages sont très attachants, enfin attachants au sens il y a quelque chose à dire, il n'y a pas de personnage secondaire, enfin voilà, moi c'est un bouquin où c'est une réussite, mais de A à Z, quoi. Ok. Ouais, donc je vous le conseille vivement. Les Graciers, Ouais, ça s'appelle. Les Graciers. Et c'est vrai que c'est dommage finalement elle n'a pas eu le prix, mais moi c'est ce que je disais, c'est mon mouche d'or à moi sur mon site, parce que j'ai trouvé que ce bouquin était... ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de lire. Il y a de l'introspectif, il y a de l'histoire, il y a de l'aventure, il y a de la relation amoureuse, il y a de la relation sociale, enfin tout est dans ce bouquin, quoi. Comme quoi, on en revient à ce qu'on disait, mais l'histoire nous offre moi je trouve un terreau particulièrement intéressant, et quand en plus il y a une plume comme ça qui vient de se mettre, alors c'est pas du Kessel, mais ceci dit, cette jeune auteure s'est vraiment mise au service de cette histoire, et elle a ressuscité toutes ces femmes qui sont mortes brûlées dans des conditions atroces, mais c'est un bonheur, quoi. Voilà. Lisez-le. Ok, d'accord. Bah, merci à vous deux. Mais de rien. On retrouve Camille sur librairie-mouche.com. C'est ça. Vous pouvez nous retrouver de façon générale pour discuter, échanger avec nous sur Discord. Le lien est dans la description. Et vous abonner au podcast sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, partout sur toutes les plateformes. Merci à vous deux. Merci. Merci. À bientôt. Salut.